Ah, les montagnes, elles sont là, immenses, dominant nos paysages et notre imaginaire. On les voit comme des colosses de pierre, de glace, qui semblent vouloir toucher le ciel. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sur leurs flancs? Quelles sont ces lois invisibles qui dictent la vie, le climat et même la forme de la roche à mesure qu'on prend de l'altitude? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Cette citation, elle nous plonge directement au cœur du sujet. Un monde de verticalité, oui, de neige qu'on dit éternelle, de glaciers majestueux. On ressent tout de suite cette puissance, cette grandeur. C'est exactement ça. Et c'est là que notre ascension commence vraiment. Parce que derrière chaque pic acéré, derrière chaque vallée verdoyante, il y a des règles, des forces géologiques et climatiques qui sculptent et qui organisent tout ce monde. L'objectif? Les comprendre, étage par étage. Alors commençons par la base. Une montagne, au juste, c'est quoi? Elles ont l'air toutes différentes et pourtant elles partagent des origines absolument titanesques. Ce qui est fascinant, c'est que les montagnes, ce sont les cicatrices et les créations des plus grands mouvements de notre planète. Prenez l'Himalaya. Il est né de la collision hyper violente entre deux continents. Les Andes, elles, se dressent là où une plaque océanique plonge sous un continent. Et puis, parfois, une montagne, c'est tout simplement un volcan géant qui a surgi au milieu de l'océan. Mais peu importe leur origine, au fond, toutes les montagnes sont soumises à une seule et même loi universelle, celle de l'altitude. C'est elle, l'altitude, qui devient le grand chef d'orchestre. C'est elle qui impose ses propres règles au climat, à la végétation, à tout le reste en fait. Et justement, ces fameuses règles, parlons-en. La première, la plus fondamentale, elle concerne le climat. En montagne, l'air change du tout au tout à chaque pas qu'on fait vers le haut. Voilà le chiffre clé à retenir, moins 5 degrés Celsius. Pour chaque kilomètre qu'on grimpe, la température chute en moyenne de 5 degrés. C'est une règle implacable. Et c'est ça qui explique pourquoi on peut trouver de la glace en plein été près de l'équateur, du moment qu'on est assez haut. Mais ce n'est pas tout. Une montagne s'agit aussi comme un véritable mur pour les nuages. L'air humide est forcé de s'élever d'un côté, le versant au vent. Là, il se refroidit et déverse toute sa pluie. Et de l'autre côté, sur le versant sous le vent, l'air redescend, se réchauffe, s'assèche et ça crée une zone beaucoup plus aride. Ce phénomène porte un nom, c'est l'effet de Föhn. C'est ce vent très particulier, parfois étonnamment chaud, qui souffle du côté abrité de la montagne. Il a un impact énorme sur le climat local, sur la végétation et même sur les risques d'incendie. C'est une conséquence directe de cette barrière que forme le relief. Bon, maintenant qu'on a les règles du climat, voyons comment elles organisent la vie. Parce qu'une montagne, c'est un peu comme un immeuble, avec des étages écologiques bien distincts, où chaque niveau a ses propres habitants, ses propres codes. Prenons l'exemple des Alpes, c'est très parlant. En bas, à l'étage collinéen, on a les forêts de feuillus, comme en plaine. On monte un peu, on passe à l'étage montagnard avec ses forêts mixtes, puis au subalpin, le royaume des conifères. Encore plus haut, la forêt disparaît. On laisse place aux grandes prairies de l'étage alpin. Et enfin, tout en haut, c'est l'étage nival, le désert minéral, la roche et la glace. C'est une succession d'une logique implacable. Mais attention, si cet étagement est universel, les altitudes, elles, changent radicalement selon où on se trouve sur la planète. La limite de la forêt, ce seuil si important, elle est bien plus haute sous les tropiques que près des pôles. Tout dépend en fait de la température de départ au niveau de la mer. Et face à ces conditions extrêmes, la faune rivalise d'ingéniosité. Pour survivre là-haut, il faut des stratégies radicales. La marmotte, par exemple, elle s'efface littéralement du monde pendant des mois en hibernation. La vigogne des Andes, elle, s'enveloppe dans une des fourrures les plus isolantes de la planète. Chaque espèce a trouvé sa solution pour déjouer les pièges de l'altitude. Allez, on continue notre ascension jusqu'aux plus hautes altitudes. Ici, la vie se fait très rare. Les forces dominantes sont brutes, minérales. La glace, le gel, la gravité, ce sont eux les vrais maîtres des lieux. Les paysages qu'on admire aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont en grande partie un héritage de l'ère glaciaire. Les glaciers d'il y a 20 000 ans ont agi comme de gigantesques bulldozers. Ils ont creusé ces larges vallées en U, ils ont sculpté des cirques à la tête des vallées, et ils ont même abandonné d'énormes rochers, les blocs sératiques, à des kilomètres de leur lieu d'origine. Et l'érosion, elle continue encore aujourd'hui, avec une force redoutable, la cryoclastie. C'est simple, l'eau s'infiltre dans les fissures de la roche, elle gèle, donc elle augmente de volume, et elle fait éclater la pierre petit à petit. C'est ce cycle incessant de gel et de dégel qui est responsable de ces parois si acérées et de tous ces éboulis qu'on voit en haute montagne. Qui dit haute montagne dit aussi avalanche. On en distingue deux grands types. D'un côté, l'avalanche poudreuse. Elle est légère, incroyablement rapide et elle est précédée d'un souffle dévastateur. De l'autre, l'avalanche de fond. Elle est lourde, dense et se déclenche avec le redout. Elle agit comme un rabot qui arrache absolument tout sur son passage. Deux dynamiques très différentes, mais une même puissance destructrice. Après cette montée jusqu'au sommet,
Redescendons un peu pour s'intéresser à notre relation, celle des humains, avec ce monde si particulier. Comment est-ce qu'on a perçu et habité ces espaces au fil du temps? C'est fou de voir à quel point notre regard sur la montagne a changé. Pendant des millénaires, c'était le domaine des dieux, un lieu sacré, inaccessible. Puis, c'est devenu un obstacle dangereux, un territoire hostile qu'il fallait traverser. Et aujourd'hui, pour beaucoup, c'est avant tout un immense terrain de jeu, un lieu d'évasion. Toute cette transformation nous amène à une dernière question. De la peur au loisir, du sacré au sportif, qu'est-ce que la montagne représente vraiment pour nous au XXIe siècle? Est-ce que notre quête de performance, de loisir, nous a fait un peu oublier cette puissance brute, ces lois immuables qu'on vient d'explorer? C'est une réflexion qui, je crois, mérite d'être poursuivie.